Ça, c'est une merveille de la nature. Il n'y a pas une fissure dedans. Il y a cette couleur rose. La forme parfaite, c'est comme un diamant. Jean-Franck Charlet, cristallier. C'était une année qui avait mal commencé, puisqu'un de mes copains s'était grièvement accidenté. Je ne savais plus trop avec qui aller chercher des cristaux. Puis j'avais un copain suisse que j'aimais bien. Je l'ai appelé, on est allé. Et 2 jours après, on est tombé sur une cavité de fluorine rose, là, absolument incroyable. On est descendu pas mal de kilos. Tout se passe ici. Tout se passe dans le massif du Mont-Blanc, entre le glacier Argentière, le glacier de Talève, de l'Échaud, un peu la mer de glace, le col du Géant. La montagne hallucinée. Épisode 3. Songe cristallier. Et là, il y a les fameux quartz qu'on appelle en Guindel ou en peigne ou quartz œuvrier. Ces fameux qui font vraiment la spécificité de Chamonix. Là. Il y en a de très beaux placés sur cette plaque-là. Vous voyez. Ce côté aplati, élancé droit, avec des dents sur le côté, qui peuvent rappeler les dents d'un peigne comme ça. Derrière une vitrine en verre, comme celle des musées d'histoire naturelle, reposent des quartz blancs et noirs, ainsi que des précieuses tourmalines roses. Sauf que nous ne sommes pas dans un musée, mais dans un chalet du bout de la vallée de Chamonix, et que ces pierres sont un échantillon de la collection personnelle de Jean-Franck Charlet. Chacune a son histoire. Elles ont été cherchées, puis cueillies à flanc de montagne, dans les hauteurs de la vallée alentour, telles des trésors. Chez moi, il y a toujours eu des cristaux, parce que mon grand-père était un cristallier. Bon, c'était l'époque, dans les années 1920, où il y avait encore beaucoup de premières à faire, beaucoup d'endroits inexplorés dans le massif du Mont-Blanc. Et c'est lors de ces courses comme ça, ces premières ascensions, où personne n'était jamais passé là, qu'il est tombé nez à nez devant des cavités avec des très beaux cristaux. Il y en avait dans la salle à manger, il y en avait un peu partout, il y en avait dans la cave, dans les greniers. Et mon père aussi, donc, qui était guide. Alors lui, c'est plutôt la génération qui a commencé à y aller que pour ça. C'est-à-dire que mon grand-père, c'était plus, s'il était avec un client, il faisait une course en montagne, il tombait dessus par hasard. Bon, après, quand il avait trouvé la cavité, qu'il y avait beaucoup de choses à redescendre, il retournait avec un copain guide et il redescendait les cristaux. Mon père, c'est un peu la première génération qui prenait le temps d'aller en montagne pour aller chercher des cristaux, c'est-à-dire des endroits en dehors des voies classiques, des endroits où on a repéré aux jumelles ces trous dans les parois, c'est très facile, d'autant plus que de chaque côté des trous, c'est des filons de quartz blanc sur du granit plus ou moins jaune ou gris. Il y en a plein dans le massif du Mont-Blanc. Donc ça se repère aux jumelles d'en bas, et puis après, faut y aller, donc il y allait. Là. Et moi, là, on est la génération à y avoir sans doute le plus été, parce que dès les années 70, il y a des gens qui s'intéressent à la minéralogie. Et donc, on devient un des grands centres de minéralogie connus, et que tout collectionneur dans le monde entier a besoin d'un quartz en forme peigne, et a besoin surtout, alors on trouve à Chamonix, ces fluorines roses. Initié dès l'enfance par son père, sa mère et son grand-père, Jean-Franck apprend à dénicher les cavités au bord des glaciers, quasi inaccessibles. Ces cristaux seraient, dit-on, les trésors ou les refuges des fées. Il y a une très belle histoire qui se raconte ici à Chamonix, où dans cette grande vallée qu'on appelle aujourd'hui la vallée blanche, avec cet immense glacier et la mer de glace. Vian des Alpes, conteur. Dans le temps, il n'y avait pas de glacier. C'était comme ça. Les montagnes n'avaient encore pas de glacier. Et au pied là de l'aiguille verte, il y avait un petit village, le village de Talèfre. Alors vivaient dans ce petit bout de village des gens qui ramassaient les cristaux, des gens qui couraient la montagne pour chercher de l'or, des mines. Oh, ils ne se mélangeaient pas avec ceux d'en bas. Non, ils restaient là-haut. Oh, ils avaient des coutumes un peu bizarres, puisqu'on dit même que la nuit, quand le ciel était tout étoilé, si en bas dans la vallée on dormait, eux, ils jouaient aux boules. Mais avec des boules tout en or. Un soir, une vieille mendiante remonte la vallée, elle a faim, elle va aller demander un bout de pain, elle est chassée de porte en porte. Quand elle arrive au bout du village, elle regarde, elle lève son bâton sur ce village qui s'endort et va dire « Demain, il neigera ». Après-demain, il neigera encore et les autres jours, il neigera toujours. Et elle est remontée comme ça, là-haut, jusqu'au col des Géants. Elle se retournait en prononçant sa formule. Et quand elle est arrivée tout là-haut, elle a vu ce petit village endormi. Elle a dit « Demain, il neigera ».
Après-demain, il neigera encore, et les autres jours, il neigera toujours. Et un vent froid parcourut la vallée. Des nuages sortis d'on ne sait où se sont amoncelés et il s'est mis à neiger. Le lendemain, il ne pouvait plus ouvrir les portes. Et les autres jours, il neigeait encore et toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces grands glaciers, puisque la neige n'a pas tout à fait fondu. Mais ces glaciers vivent, ils bougent, ils s'ouvrent. Ces grandes crevasses là, qui barrent. Ces glaciers sont très dangereux et pourtant quand on s'en approche, on entend comme des charretées de cailloux, comme des fois même des chevaux qui trottent comme ça. De toute façon, les Buffets appelaient ça des murmures géologiques. Le glacier bouge, il y a des craquements, des glaciers suspendus dans les parois qui s'effondrent et qui font des avalanches. Bien sûr, lorsqu'il y a des chutes de neige, la neige ne reste pas accrochée dans les grandes pentes, mais part en avalanche. On entend des fois des éclats de rire. Et c'est un monde de plus en plus bruyant dans l'hiver, pendant l'été, du fait du réchauffement climatique. De plus en plus, on a des effondrements, des chutes de pierres. Faut pas trop s'en approcher. Ce sont ceux d'en bas qui sont restés. Faut pas être trop curieux. Ceux qui ont essayé ne sont jamais revenus. Quand le glacier prend fin et que la rivière sort du glacier, ça fait des grottes qu'on puisse appeler des grottes aux fées. Ouais. Comme il y a d'autres grottes aux fées, là dans le massif des Aiguilles Rouges par exemple, sous des grosses pierres. On n'est pas toujours dans le pessimisme complet, pas que des sorcières et des monts maudits, et qu'il y a des fées bienveillantes, voilà. C'est assez incroyable de voir à quel point dans le massif du Mont-Blanc les rochers sont fracturés en fait. Comme c'est une espèce d'immense chantier de rochers, d'éboulements, d'effondrements et tout ça. Et puis là, au milieu, il y a une cavité avec des diamants, quoi. Des cristaux d'un coup parfaitement rangés depuis toujours qui sont là. Donc ce contraste est assez extraordinaire. Il faut aller les chercher. Si c'est dans une cavité, une paroi de 300 mètres de haut, qu'il y a un endroit, pour monter au-dessus, il faut se prendre en rappel, il faut penduler, il faut vraiment avoir envie d'y aller, quoi. En général, vous partez à plusieurs, du coup ? L'alpinisme, ça se pratique au moins à deux. Je vous parle de parois qui font 1000 mètres de haut. Face nord des droites, face nord des courtes, face nord des grandes jorasses. Ou quand même, on fait l'alpinisme de haut niveau. Puis une fois qu'on est au milieu de la paroi, on est à 600 mètres de haut, on rentre pas le soir, on bivouac. Donc c'est quand même des belles aventures alpines. Quand on grimpe, on est deux. Et en plus, on est assez lourd, chercher les cristaux. Vous avez tout le matériel d'alpinisme et d'escalade. Plus une massette, donc chose qui fait au moins 2 kilos, plus des petits burins qui pèsent 1 kilo au moins chacun, plus peut-être une petite pince, un truc un peu plus grand qui pèse à nouveau 2-3 kilos. Donc ça finit par faire des sacs très lourds. Et idéalement, nous on trouvait que la courbe des 3 était idéale. Ça permettait de mieux répartir les charges et d'être plus à l'aise. Et puis après, quand on trouve des choses, si on est plus nombreux, on arrive à en descendre un peu plus en une fois. C'est rare que la cavité soit toute seule, après il faut fouiller encore un peu à côté, à gauche, à droite, un peu au-dessus, un peu au-dessous. Enfin bon, quand on découvre de nouveaux endroits, ça peut prendre un peu de temps. Et après on y retourne d'année en année. Hein. Parce que souvent on est bloqué par le gel. On ramasse d'abord ce qui est devant, ce qui est dégelé. Et puis après on est bloqué parce que les fours, c'est des fissures à 3500, 4000 mètres d'altitude qui sont souvent pleines de glace, qu'il faut dégeler. Des fours, hein. Parce que ça, c'est un peu la tête, c'est une cavité comme ça dans les parois, qui a un peu la tête d'un four à pain. Voilà. Et à l'intérieur de ça, on trouve des cristaux. On prend un petit peu, on ouvre le four, ça fait rentrer de la chaleur, ça dégèle, on y retourne les années suivantes. On sait que la montagne est dangereuse, et moi, même dans ma famille, hein, mon père est mort dans une avalanche. Moi, un jour, on était 4 en montagne à chercher des cristaux avec 4 copains et on a pris une énorme avalanche de pierres et je suis rentré seul. Mais ça, c'est pas du mythe, hein, c'est de la réalité, de la sévérité de la montagne et des accidents graves qu'il peut y avoir.
J'ai un grand-père et un oncle qui se sont tués le même jour en montagne. Il y a un python qui a lâché, ils ont dévissé et ils sont tombés. Puis on peut multiplier les exemples, bien sûr, dans la vallée. Chaque année, la montagne, effectivement, les gens ne rentrent pas vivants de la montagne. La montagne, c'est qu'un territoire de frontières. On a des frontières du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pas les mêmes neiges, pas les mêmes nuages, pas les mêmes vents. Et puis une frontière de haut en bas. On passe l'hiver en bas, dans les vallées, dans les villages. Et après, on remonte dans les alpages. Puis les alpinistes, ils montent plus haut, ils montent dans les rochers. Au début, c'était pas des alpinistes, c'était des chasseurs de chamois, des ramasseurs de cristaux. Dans les châteaux, ils avaient besoin de lustres énormes, il fallait déployer leur richesse. Donc tous ces lustres en cristal, ils étaient faits en cristal de roc. Les chasseurs de chamois aussi montaient au sommet des montagnes. Parce qu'on avait quelque chose à y faire. On ne montait pas au sommet par plaisir pur. Ça, c'est une invention de la fin du XVIIIe siècle, monter au sommet des montagnes pour le sport ou par plaisir. La vie était tellement dure qu'ils n'avaient pas raison d'aller là-haut. Pour y faire quoi? De Saussure, c'est le grand savant genevois qui, dans les années 1760, c'est lui qui est arrivé à Chamonix, qui a dit « je vais aller là-haut au sommet, faire des expériences scientifiques, etc. » Et il a donné une prime au premier chamoniard qui lui ouvrirait la route pour aller là-haut. Et il a quand même attendu 28 ans, grâce à un guide cristallier d'ailleurs, Jacques Balmat. Le 8 août 1786, Jacques Balmat, qui doit sa connaissance de la montagne à ses origines, trop pauvre pour être paysan, il explore les hauteurs en quête de cristaux et pour la chasse aux chamois, décide ce jour-là de tenter le défi lancé par de Saussure avec le médecin Michel Paccard, lui aussi chamoniard et passionné de botanique et de minéralogie. Ils partent du village des Bossons, au pied du glacier éponyme, sans crampons ni cordes, et atteignent le sommet à 18h23. Entament le soir même la descente, qu'ils poursuivent le lendemain. Un des faits importants, ça a été que Jacques Balmat, il a dormi sur les glaciers. Lors d'une tentative d'ascension du Mont Blanc avec ses copains, lui il s'est attardé à un moment donné, au lieu de descendre avec tout le monde, il s'est attardé pour aller chercher des cristaux comme était cristallier, là, sous le dôme du côté, là au Mont Blanc. Et puis il s'est fait prendre par le brouillard, il s'est un peu perdu, puis il a dû passer la nuit dehors. Et puis il a passé la nuit dehors, et puis il est rentré à Chamonix le lendemain en pleine forme. Donc il a cassé un mythe. Moi je me souviens en Himalaya de récupérer un porteur qui nous manquait. Donc on est revenu en arrière dans la nuit avec des lampes et on a trouvé le gars mais complètement paniqué, recroquevillé derrière une pierre et ayant la peur de sa vie, sachant qu'il allait mourir puisqu'il allait passer la nuit en montagne et que les mauvais esprits allaient l'emporter, etc. Quelques décennies plus tard, et à la suite des premiers touristes anglais, les artistes, poètes, romanciers et peintres viennent trouver là l'inspiration. Comme l'anglaise Mary Shelley, dont la célèbre créature Frankenstein trouve refuge sur les glaciers. Comme George Sand, passionné par les minéraux, qui rejoint à Chamonix son ami Franz Liszt et sa compagne Marie Dajoux. George Sand, quand elle vient à Chamonix, son guide l'accompagne bien sûr à la mer de glace, elle va même traverser la mer de glace, et son guide lui offre, je crois, ou elle l'achète, mais je crois que son guide lui offre un joli cristal, voilà. Le regardait-elle miroiter en écrivant le roman Laura ou Le voyage dans le cristal, paru en 1864. Je restais pétrifiée. Il me sembla que mes pieds se fixaient au sol, que mes membres se raidissaient et que j'étais changée en cristal moi-même. « Que fais-tu ici ?» me dit Laura en mettant sa main sur mon front. « Dors-tu tout debout ? Es-tu curieux de pénétrer dans cette petite géote qu'on appelle la Terre ?» Encore la nuit passée, j'ai rêvé que je sortais des cristaux magnifiques. Alors je ne sais pas pourquoi j'étais à Oman. Donc on marchait, puis moi, en marchant dans la nature, là, d'un coup je vois une espèce de falaise, puis je vois une belle veine, un trou, enfin bon, là, je vais voir et c'est plein de magnifiques cristaux. Et donc tous les cristalliers ont fait des rêves comme ça, c'est incroyable. Où on trouve des cristaux, pas du tout en haute montagne, mais dans un endroit insolite. Genre vous descendez l'escalier chez vous, vous arrivez dans le jardin, puis derrière l'arbre, tout d'un coup,
mais comment ça se fait? J'ai jamais vu ça. Il y a des gros cristaux qui sont cachés là. Comment ça se fait? Vous mettez à creuser, vous sortez des grosses pointes. T'as des endroits très insolites comme ça. Et j'en ai parlé avec d'autres cristalliers et c'est récurrent chez les cristalliers. C'est marrant. Ouais. De faire des rêves. De faire des rêves, oui. De rêver de cristaux. Ouais. Et dans les rêves, justement, ils sont plus gros que dans la nature ou... Ah oui, plus beau et plus gros, ouais. Oui, incroyable. L'inconscient travaille bien. Ouais. Ouais. Nous entendons par géode, en minéralogie, toute pierre creuse dont l'intérieur est tapissé de cristaux ou d'incrustations. Et nous appelons pierre géodique tout minéral qui présente à l'intérieur ces vides ou petites cavernes que vous pouvez remarquer dans celle-ci. Il me donna une loupe et je reconnus que ces vides représentaient en effet des grottes mystérieuses toutes revêtues de stalactites d'un éclat extraordinaire. Puis, considérant l'ensemble de la géode et plusieurs autres que me présenta le marchand, j'y vis des particularités de forme et de couleurs qui, agrandies par l'imagination, composaient des sites alpestres, de profonds ravins, des montagnes grandioses, des glaciers, tout ce qui constitue un tableau imposant et sublime de la nature. Quand je devrais périr ici, répondit-il, je veux voir ce qu'il y a entre nous et ce pic maudit. Et s'élançant sur la glace fragile, il se mit à la briser avec fureur à coups de pied, ramassant les fragments les plus gros qu'il put soulever et les lançant de toute sa force pour entamer une plus grande surface. Voyant que nous étions perdus, je ne songeais plus qu'à hâter le moment de notre destruction. Je m'associe à la délirante entreprise de mon oncle et, fracassant les dernières ondulations du lac de verre, je parvins à en détacher une masse considérable qui s'écroula dans l'abîme avec un bruit de vitres cassées et nous permit enfin d'en voir le fond. Quel spectacle étrange et grandiose s'offrit alors à nos regards. Sous la croûte de verre s'élevait un océan de stalagmites colossales violettes, roses, bleues, vertes, blanches et transparentes comme la métisse, comme le rubis, le saphir, le béryl et le diamant. La grande excavation polaire, rêvée par mon oncle, était effectivement une géode, tapissée de cristaux étincelants, et cette géode avait une étendue souterraine incalculable. Et après, nous, le quartz du Mont Blanc, caractéristique, vous voyez, ça peut être très noir comme ça, d'un aspect nacré. Tous les cristaux naissent blancs et transparents, comme ça. Et puis, c'est la radioactivité interne au granit, à un moment donné. Il faut qu'il y ait un élément instable de l'uranium qui va envoyer des photons, des petites particules énergisantes dans le cristal. Ça va faire des dislocations dans le cristal. Ça va mettre certains atomes à un autre état de vibration et d'énergie. Et le cristal va se retrouver foncé. Alors, il y a toutes les variétés. Ça peut être foncé gris clair, juste un peu comme ça, ou carrément très noir si ça a pris beaucoup de radioactivité. Il faut savoir qu'un cristal comme ça, si on le remet très lentement, on le chauffe tout doucement vers 500-600 degrés, il va redevenir blanc. Et si on remet à ce côté d'une source radioactive, il va redevenir noir. Donc ils vivent. La montagne hallucine, un podcast de l'Office du tourisme de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Écrit et réalisé par Camille Juzo. Musique originale, Alissane Brassac. Mixage, Loïc Frapsos. Illustration, Guillaume Boutroll.